encore une fois, donc merci de nous avoir rejoints donc, pour notre webinaire du biohacking et le rôle pertinent de l'immunonutrition. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le biohacking a pour rôle de l'amélioration de la qualité de vie, la gestion du poids, l'amélioration des capacités cognitives, la prévention des maladies et le retardissement du vieillissement. Bon, tout ce qu'on a dans le temps nommé prévention donc, des maladies, donc prévention tout court. Les méthodes appliquées sont donc des méthodes qui ont fait leur preuve. Donc, c'est l'application de la lumière rouge, la cryothérapie, la micronutrition, le changement des habitudes nutritionnelles, la stimulation des cellules souches, ainsi que le coaching et la méditation pour donc l'esprit psychologique. Donc, toutes ces méthodes, comme j'ai dit, ont fait leur preuve, mais si on les utilise aléatoirement, c'est-à-dire de façon unitaire, le bénéfice il est vraiment limité. Il faut les utiliser comme une horloge suisse, c'est-à-dire avec une interaction parfaite des engrenages. Et l'engrenage le plus important, à mon avis, c'est celui de l'inflammation, et parce que c'est vraiment au centre de l'intérêt, c'est l'inflammation et les cellules souches. Pourquoi? Parce que l'inflammation, donc, et surtout l'inflammation chronique, est responsable du dysfonctionnement hormonal, dysfonctionnement des neurotransmetteurs, du stress oxydatif, du dysfonctionnement des mitochondries, des dégâts tissulaires et aussi donc de l'affaiblissement du système immunitaire. Et tout ça a pour conséquence qu'on arrive à une incapacité de réparation, c'est-à-dire les cellules souches qui sont notre système de réparation inné, ils ne vont plus vraiment bien travailler. Il faut savoir qu'il y a un pic entre 20 et 30 ans, donc c'est là où on a le plus de cellules souches, et aussi donc dans la jeunesse, parce que c'est les cellules souches qui construisent les organes et après donc sont responsables de les réparer en cas de dégâts. Mais malheureusement, donc il y a une dégradation graduelle avec l'âge. Donc à l'âge de 40 ans, on estime d'en avoir encore 50%. Et à l'âge de 60, moins de 70%, voire 90%. Donc, c'est-à-dire, et ça, c'est la raison principale du vieillissement, c'est qu'on n'arrive plus bien à récupérer, on n'arrive plus bien à réparer les dégâts qui nous arrivent quotidiennement. Et puisqu'on n'est plus capable de réparer, donc il y a un bruit de fond inflammatoire qui s'installe et qui est encore amplifié si on a des interventions alimentaires ou des hypersensibilités alimentaires à IgG. Et c'est là où il faut attaquer, il faut éliminer ce bruit de fond, il faut éliminer les déclencheurs de l'inflammation chronique, le plus important. La diapo suivante. Donc, il y a deux types d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë qui est nécessaire pour survivre. Donc, mais celle-là, donc, c'est une réaction qui est normalement passagère et limitée dans le temps. Tandis que l'inflammation chronique, celle-ci, elle est délétère parce que il y a des... plus une fois. Voilà, parce que donc elle persiste dans le temps et donc elle peut durer dans plusieurs semaines et donc même sans que l'agent initial soit déjà longuement disparu. Donc il y a quelque chose qui les entraîne. La diapo suivante. Donc, si on parle d'inflammation chronique, bien sûr, il y a plusieurs causes. Bon, des causes externes, on peut avoir une exposition à des substances toxiques ou le travail à la maison, par exemple, des infections chroniques, virales, bactériennes, mycoses. Il y a un stress oxydatif qui peut s'installer lors des exercices excessifs. Donc, les sportifs de haut niveau ont un niveau de stress oxydatif énorme. Et bien sûr, donc l'alimentation inappropriée qui, chaque jour, nous fait une inflammation dans le corps. Des causes internes sont souvent des conséquences des causes externes, comme l'obésité, comme la dysbiose intestinale. Il y a un facteur génétique et aussi, bien sûr, le stress psychologique qui lui-même est une réaction inflammatoire. La suivante. Et donc, quelles sont les conséquences? Donc, on a des effets sur les neurotransmetteurs, donc, par exemple sur le cortisol, qui au début, comme réaction anti-inflammatoire du corps, va augmenter,
mais avec le temps, donc, et surtout sur une fatigue surrénale, donc ils peuvent aussi diminuer et nous mener à un burn-out. Et puis tous les autres, le DHA, la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline et la sérotonine vont tous baisser, vont tous être diminués à cause de l'inflammation. Il y a donc la diminution des fonctions thyroïdiennes, il y a la diminution de la sérotonine, de la mélatonine, augmentation de la perméabilité intestinale et aussi de la barrière hémato-encéphalique. Il y a des carences en micronutriments et l'augmentation de la libération du glutamate. Et nos deux amis, le gluten et la casine, ont eux-mêmes encore la possibilité de libérer des exorphines qui se fixent sur les récepteurs opioïdes et donc peuvent amener à des troubles de comportement importants. Donc, pour les mettre en évidence, on peut utiliser le test UriPep. Donc, autre conséquence de l'inflammation chronique, c'est donc le vieillissement prématuré. Donc, si les cellules sont en permanence sollicitées par l'inflammation, elles deviennent sénescentes et au fur et à mesure, donc, elles deviennent même des cellules qu'on appelle cellules zombies. Et ceux-là sont eux-mêmes pro-inflammatoires parce qu'ils libèrent des médiateurs pro-inflammatoires. Les conséquences pour les mitochondries sont aussi importantes. Donc, il y a le stress oxydatif sur les mitochondries, ce sont les producteurs d'énergie de notre corps. Et s'ils ne fonctionnent pas bien, ben, on a comme conséquence des maladies cardiovasculaires, dysfonctionnement immunitaire, dysfonctionnement endocrinien, stress oxydatif, des cellules sénescentes qui s'installe, l'inflammation chronique, la maladie auto-immune, les maladies métaboliques, le diabète, dépression, quoi. Donc, tout ce qui est dégénératif vient des mitochondries qui ne sont pas capables de fonctionner correctement. Donc, qu'est-ce qu'une alimentation inflammatoire? Et bon, je vois il y a beaucoup de gens de Genève, donc j'ai trouvé cette citation des hôpitaux de Genève qui date de décembre 24. Eh bien, ils disent qu'il n'y a pas de définition exacte d'une alimentation inflammatoire, mais elle inclut généralement des éléments des régimes méditerranéens ou d'Okinawa. Donc, et ils conseillent donc, en cas d'inflammation chronique, nous conseillons l'adoption d'un régime méditerranéen qui permet de consommer de tout avec modération. Ben, honnêtement, c'est de n'importe quoi. Et cette recommandation est peu satisfaisante et je pense qu'il a effectivement besoin de recommandations personnalisées dans ce domaine. Suivante. Donc, il y a deux aliments qu'il faut absolument éviter ou limiter. Et un, c'est le sucre. Donc, pratiquement chacun est en excès de sucre. Le sucre, donc, il est transformé bien sûr en acide gras et il est mis dans les dépôts de graisse. Et c'est lui aussi qui est principalement responsable des problèmes d'obésité. Le tissu adipeux lui-même, il est pro-inflammatoire parce qu'il libère de la TNF-alpha. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le sucre est vraiment un aliment pro-inflammatoire parce qu'il entraîne l'inflammation. Il y a beaucoup de suivantes. Et le deuxième aspect du sucre, c'est son effet sur les cellules, sur les tumeurs. En fait, il faut savoir que les tumeurs agressives n'oxydent plus le glucose, mais le fermentent. Et donc, au lieu de faire 36 ATP, en fermentation, ils ne peuvent faire que 2 ATP. Autrement dit, ils ont besoin de 20 fois plus de sucre qu'une cellule normale. Et pour cela, donc, les cellules tumorales, surtout les malignes, ils développent beaucoup plus de récepteurs d'insuline et ils augmentent la vascularisation. Il y a un catabolisme de l'organisme qui s'installe parce que l'énergie est utilisée par la tumeur et non par les cellules normales. Il y a une acidification du milieu qui est très délétère parce qu'elle altère la matrice cellulaire et facilite la libération donc, des métastases. Et en plus, l'acétylisation fait que le système immunitaire arrête d'attaquer la tumeur. Et donc, le sucre, c'est l'agent le plus important dans la prolifération de la tumeur. Ouais, c'est bon. Et le deuxième aliment à éviter
qui est important à éviter, c'est les acides gras trans. Les acides trans, donc, ils ont une liaison double qui entraîne que la molécule devient dure, donc elle est plus souple, elle fait plus se tourner, et donc ça c'est pas bon pour les membranes cellulaires et il y a les pro-inflammatoires aussi. Donc on la trouve principalement donc, dans les produits transformés, dans les produits laitiers, et donc justement c'est ça ce qu'il faut réduire, parce qu'il y a un effet sur l'IL6 et le TNF-alpha, et on estime que ça devient dangereux à partir d'1,5% de l'apport énergétique. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise l'immunonutrition, qui étudie donc les capacités immunitaires de chacun à tolérer tel ou tel aliment ou les moyens d'augmenter les tolérances propres, tout en intégrant les effets bénéfiques de certains aliments avec des propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est en premier lieu une approche personnalisée, et de ce fait, nous contrôlons un paramètre essentiel de la bonne santé, notamment l'inflammation chronique. Et donc, l'immunonutrition est une approche personnalisée qui met le patient au centre de l'intérêt et non pas la maladie. Donc, juste pour vous rappeler, mais bon, on connaît tout. Donc, qu'est-ce qui fait quelles sont les propriétés d'un IgG? Ben, ils reconnaissent l'agresseur, ils le neutralisent par fixation et ils forment un complexe humain circulant. Puis, l'activation du complément et l'attraction des phagocytes qui vont détruire ce complexe humain. Donc, ceci est très bon en cas de vaccination, en cas si l'antigène est une bactérie ou un virus, parce qu'il nous protège donc contre cet agresseur et la prolifération de cet agresseur. Mais pour un aliment, c'est justement l'inverse, c'est là la cause d'une inflammation chronique. Pourquoi? Ben, parce que la réaction est tout à fait la même. Et bon, un virus d'hépatite dont on est vacciné, on le rencontre peut-être une fois dans sa vie, tandis qu'un aliment dont on est hypersensible, on risque de le rencontrer chaque jour. Donc, il y a chaque jour cette réaction inflammatoire qui s'installe. Suivante. Voilà, et les symptômes qui en résultent, on les connaît, donc c'est Hashimoto, côlon irritable, maladie intestinale inflammatoire, migraine, douleur articulaire, maladie auto-immune, fibromyalgie, asthme et ainsi de suite. Pour les maladies donc spécifiques et des symptômes systémiques, donc c'est-à-dire qui ne sont pas directement liés à un organe, c'est l'hypertension artérielle, le syndrome métabolique, l'obésité, carence en fer, diabète de type 2, dépression ou faiblesse générale. Voilà, comme test, on a comme proposition de test, on a donc 6, bon, là c'est 5, mais en fait c'est 6 tests au choix, donc les immunoscreen, immunoscreen plus, immunobase, immunopro-végétarien, immunobase et immunopro-complet. Donc, dépendamment des nécessités du patient, et on peut choisir les différents panels. Donc, le concept en vitesse, parce qu'on l'a déjà souvent dit, donc la première phase d'élimination, c'est-à-dire il faut éliminer tous les aliments testés positifs, et ceci sur une durée de 5 à 6 semaines. Et tous les autres aliments, on préconise de les manger en rotation. Donc, il y a une phase de provocation, donc on va donc introduire un aliment par jour, et voir et observer sur une période de 3 jours l'effet qu'il donne. Donc, ce test de provocation est important ou est intéressant pour trouver les aliments déclencheurs et de voir quel aliment est responsable pour quel symptôme. Et puis après, donc, il y aura une phase de stabilisation où on va éliminer donc tous les aliments déclencheurs, au moins pour 1 an, et tout le reste sera autorisé en rotation. Donc, oui, l'avantage de la provocation, c'est d'identifier les aliments déclencheurs. On sait que pas tous les IgG positifs sont des aliments déclencheurs. On sait qu'il y a des réactions croisées avec des non-aliments qui, par exemple, avec des pollens, et dans cet antigène, il est détruit lors de la digestion ou lors de la cuisson. Donc, ce n'est pas un faux positif, mais il est cliniquement non significatif. Et ça, on peut le trouver si on fait donc une phase de provocation.
On peut associer un symptôme à un aliment. On peut donc se concentrer sur les aliments déclencheurs, donc ça va réduire le nombre d'aliments à éviter, qui va aussi donc faciliter le changement alimentaire et ça va augmenter la compliance du patient. Bon, en général, on dit qu'il y a le développement d'hypersensibilité alimentaire quand il y a un leaky gut ou une perméabilité intestinale augmentée ou les composants alimentaires non digérés vont donc passer cette barrière, ils vont être reconnus par le système immunitaire et après, donc, ils vont être, après la production des anticorps, ils vont être attaqués, ils vont être fixés et détruits. Donc, ceci peut se faire en circulation. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de dommages tissulaires, mais il y a probablement des symptômes systémiques qui peuvent s'installer, comme l'hypertension artérielle, par exemple, ou bien ces complexes se collent sur des tissus sensibilisés et donc provoquer donc, des réactions locales. Par exemple, des douleurs musculaires, des douleurs des articulations, ou dans le cas de l'Hashimoto, par exemple. Oui. Mais, diapo suivante. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Dans cette étude-ci, on a démontré que pour des patients qui souffrent d'un côlon irritable, même les aliments, quand ils sont appliqués individuellement, ils peuvent donc ouvrir les jonctions serrées et être responsables d'une perméabilité intestinale. Donc, ce n'est pas seulement une perméabilité augmentée qui génère des hypersensibilités alimentaires, mais c'est après, quand on mange des aliments IgG positifs, ils vont eux-mêmes contribuer à l'augmentation de la perméabilité intestinale. Bon, je ne sais pas, est-ce que tu peux cliquer encore une fois, peut-être la vidéo va se... Voilà. Donc la vidéo se met en route. Donc ce qu'on voit là, c'est les patients ont été injectés d'une substance fluorescente avant que, donc, lors de l'endoscopie, il y avait l'application d'un aliment. Et donc là, on voit que les jonctions serrées sont ouvertes et que le liquide fluorescent entre dans le domaine intestinal. Donc c'est la preuve qu'un aliment dont on est intolérant peut activement causer donc, une hyperperméabilité intestinale. Et ce qui est intéressant, donc, dans cette étude, on a utilisé 5 antigènes, l'un après l'autre. Donc, c'était le gluten, c'était le lait de vache, le soja, les œufs et la levure. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, tous les patients souffraient d'un côlon irritable, mais pas chaque aliment causait le même effet chez chaque patient. Donc, c'est-à-dire c'était encore une fois individuel et lié à l'aliment et la personne. Okay. Donc, ce qui se passe au niveau de la muqueuse intestinale, donc, soit on a un terrain anti-inflammatoire, on a un terrain allergique ou on a un terrain pro-inflammatoire. Donc, si on a un terrain anti-inflammatoire, je peux cliquer encore une fois, donc il y a une prédominance des cellules T régulateurs, dans les lymphocytes T régulateurs, qui lui donc font que l'aliment n'est pas attaqué et qu'il y a une tolérance alimentaire. Et je pense qu'il faut cliquer plusieurs fois là. Voilà, donc il y a la TGF-bêta qui est fait, ce qui fait qu'il y a une tolérance et pas de production d'anticorps. Si on a un terrain allergique et une prédisposition génétique pour l'IL4, donc qui est surexprimé, on aura donc la production des IgE. Encore une fois, si par contre il y a l'IL10 qui est en excès, donc c'est une interleukine non inflammatoire ou anti-inflammatoire, c'est des IgG4 qui sont produites. On est quand même toujours dans le sujet de l'allergie de type 1. Et s'il y a donc, donc un TH17 qui prime sur les autres, en fait, on est dans un terrain pro-inflammatoire et ce sont des anticorps pro-inflammatoires 1, 2, 3 qui sont produites. Donc, dans le cas des IgE, donc, cliquez encore une fois, il y a voilà, il y a dégradation des mastocytes, libération d'histamine, et donc on est dans le sujet de l'allergie de type 1, soit avec anaphylaxie ou justement symptomatique. Pour les IgG4, donc il y a fixation d'allergènes,
transport dans le foie et décomposition par les macrophages. Donc, ceci, c'est une réaction non inflammatoire, toujours dans le concept d'allergie de type 1, mais cette fois-ci asymptomatique. C'est la seule raison pourquoi les allergologues sont contre nous, c'est parce que leur anticorps, c'est l'IgG4, et quand on a les IgG4, ben, ils ne trouvent pas des symptômes, ils disent que l'IgG sont des inducteurs de tolérance. Oui, c'est vrai pour l'IgG4, mais ce n'est pas vrai pour les IgG pro-inflammatoires des classes 1, 2, 3, parce qu'eux, ils activent le complément, ils libèrent de la TNF-alpha, du platelet activating factor, et contribuent à la phagocytose par les neutrophiles. Et dans ce cas-là, donc, on est dans l'allergie de type 3 ou inflammation chronique. Oui. Voilà, sur la dépression et l'insomnie, l'inflammation peut être une des causes principales, donc, parce qu'on a démontré que lors de la dépression, il y a une surexpression des interleukines, des médiateurs pro-inflammatoires, qui vont acter sur l'axe hypothalamo-hypophysio-surrénalien, tout en libérant donc une enzyme qui s'appelle IDO, qui, elle, va transformer les tryptophanes en kinérunine. Et donc, la tryptophane n'est plus disponible pour faire de la sérotonine. Et donc, si on n'a plus de sérotonine, on est plutôt dans un état dépressif. Tout au plus, la kynurénine, donc, elle est mise en relation avec la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique. D'un autre côté, si on a une inflammation, donc on a une augmentation du cortisol, et le cortisol, quand il est augmenté, on n'est pas capable de produire de la mélatonine. Donc, sans sérotonine, qui est le précurseur de la mélatonine, et le cortisol qui inhibe la production de la mélatonine, on ne peut pas dormir. Donc, il y a une insomnie qui va s'installer, et donc, elle va amplifier l'état dépressif. Oui. Et ça, on a pu prouver donc, dans une étude qu'on a fait au Luxembourg, tout au début, quand on a installé les tests micro. Donc, on a regardé et on a vu qu'effectivement, donc, ça va où les symptômes vont de pair avec tous les symptômes intestinaux. Et pour les dépressions, par exemple, on a eu une disparition complète d'environ 39%, hyperactivité 26%, agression 25%, et ainsi de suite, pour arriver avec aussi donc les taux d'amélioration, mais pas à 100% quand même, à un taux de positivité ou de réactivité de 80 à 90%, ce qui est tout à fait en ligne avec les effets bénéfiques sur les problèmes intestinaux. Donc, et ça c'est clair, et on voit qu'effectivement, donc, l'intestin est le deuxième cerveau, et effectivement, donc, cette relation intestinale et troubles de comportement vont de pair. Oui. On a publié il n'y a pas trop longtemps une étude où on a pu démontrer donc l'effet d'un régime d'éviction alimentaire comparé au FODMAP et un régime de contrôle dans des personnes donc, qui souffraient du côlon irritable. Et donc là, on a vraiment vu que y a le traitement, bon, pas le traitement, mais l'élimination des aliments IgG positifs était effective dans 90% des patients, tandis que pour le FODMAP, on a tourné autour de 34%. Voilà, là, c'est un peu de différencier. Donc, on voit que les FODMAP, donc, encore une fois, environ 38%, et ça, c'est en ligne avec toutes les publications que j'ai trouvées. Donc, il y a toujours environ 38% des gens qui s'améliorent avec les FODMAP, tandis qu'avec l'élimination des aliments IgG positifs, on a pour ces symptômes-là, on tourne autour de 86% d'amélioration. Tandis que le régime témoin, donc c'était un régime témoin classique, donc il n'y avait pas de diminution du tout, ou d'amélioration du tout. Et si on regarde un petit peu l'apport en nutriments, parce qu'une chose qu'on nous reproche souvent, c'est qu'on crée des carences.
Et bien, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, si on regarde ce qui a donné, donc il y a une augmentation de l'apport des acides gras monosaturés, des acides gras polysaturés, des fibres alimentaires, de la vitamine A, D et E, du magnésium, du fer et du iode. Donc là où on a eu une diminution, c'est pour le cholestérol et les glycides. Bon, honnêtement, ce n'est pas grave, c'est même positif. Il y a un peu de diminution de la vitamine C, de la vitamine B2, du folate et du calcium. Et si on compare avec le FODMAP, par exemple, donc là, on a une augmentation des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, ce qui est bon, mais aussi du cholestérol et du calcium, tandis qu'on a quand même eu une diminution importante de l'énergie, des fluides, des glycides, des fibres alimentaires, de la vitamine A, D, E, C, B1, B2, B12, du folate, du magnésium, du fer et de l'iode. Donc, on voit qu'effectivement, donc, on ne crée pas des carences nutritionnelles, tout au contraire des autres régimes fortement. Donc, Imipro ou régime IgG donc fait une approche personnalisée. On s'attaque à la réponse immunitaire, on aborde tous les problèmes liés à la santé intestinale, on améliore la comorbidité. Il n'y a pas de carence nutritionnelle et parfois, donc, on combine même une réduction des FODMAP et l'élimination des aliments pro-inflammatoires comme le gluten et des lectines. Tandis que pour le FODMAP, c'est le même régime pour tout le monde, parfois difficile à suivre. Elle est liée à une dysbiose de la flore intestinale. Elle s'attaque principalement au ballonnement et elle crée des carences. Là, je vous montre deux cas du docteur Roger Mussy de Paris. Et là, donc, on parle de maladie d'Hashimoto. Donc, la première donc, a été diagnostiquée en mars 2016, donc environ 6 mois avant qu'elle ait été prise en charge par le docteur Mussy. Donc là, à gauche, on voit les valeurs, donc le TSH était élevé, l'anti-TPO, anti-DG était élevé, et elle souffrait d'une fatigue, perte de cheveux, des cheveux cassants, des problèmes de peau au visage. Elle était donc traitée à l'Eutural. Donc les symptômes persistaient quand même, bien que le changement de... ah oui, parce qu'il a changé la médication, donc il a utilisé un autre médicament, et donc il a pu diminuer la TSH. Par contre, les anti-TPO, les anti-TG ont continué à monter et les symptômes persistaient. Et donc, en novembre, donc, elle a fait un test Imipro. Après 2 semaines, les symptômes ont disparu. Et en février, donc, le taux de la TSH elle était bonne, mais on a déjà vu une diminution des anti-TPO, tandis que les anti-TG étaient plus ou moins au même niveau. En avril, donc, il y avait une diminution importante, voire à la normalité des anti-TPO, et aussi les anti-TG ont diminué jusqu'en juin. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y avait aucun symptôme qui restait. Et un deuxième cas aussi, le docteur Mussy, c'est quelqu'un qui avait un Hashimoto depuis 15 ans, qui était sous traitement, bien sûr, et de 100 mg lévothyrox. La TSH était bonne, mais il y avait des problèmes digestifs, des migraines, la fatigue, la raideur, impossibilité de croiser les jambes, les yeux gonflés. Donc, cliniquement, la personne n'était pas bonne. Donc, en juin, donc, on a fait un test Imipro. En octobre, après élimination des aliments IgG positifs, il n'y avait plus aucun symptôme. Et en mars, donc, on a refait un test d'anti-TPO et a eu une réduction de plus de 90% au niveau de la TPO. Donc, et l'anti-TG était normal. Et bien sûr, il n'y avait aucun symptôme. Donc, on voit bien que là, l'éviction alimentaire était plus que satisfaisante. Oui, c'est bien. Et bien sûr, on a pas mal de publications scientifiques qui le prouvent. Donc, voilà, je vous laisse lire, mais il y a pas mal de maladies donc, qui s'améliorent considérablement avec un régime IgG. Oui, suivante. Voilà, et donc quand on regarde un peu plus en détail,
on voit que les fruits, donc riches en fibres, riches en antioxydants, ne sont pas bien résorbés, bien sûr, donc, mais c'est bénéfique pour le microbiote. Par contre, on a des réactions quand même positives, donc de 13 à 27%. Donc en plus, donc pommes, oranges et raisins, donc il apporte pas mal de sucre en plus. Mais aussi les brocolis, donc les légumes, 24%, 15%, 14%, 27% pour le chou. Donc des personnes qui ne tolèrent pas ce genre de choses qui sont toujours promues comme anti-inflammatoires et tout, mais dans ce cas-ci, c'est le contraire. Suivant. Les noix et les cacao, donc là aussi on tourne entre 20 et 30% de positivité, bien que aussi pour les légumineuses, donc là on tourne autour de 20 à 30% à nouveau. Oui. Et pour les poissons gras, donc on est heureusement un peu moins élevé, mais quand même environ 10% des gens ne les tolèrent pas. Et pour les sources d'oméga 3 végétales, donc là c'est pareil, donc là on tourne entre 15 et 20% de personnes qui ont des réactions IgG positives. Et le pire, bien sûr, c'est les grains, donc tout ce qui est céréales. Donc on a entre 15 pour le riz et 55 pour le blé, le pourcent de réaction positive. Et pour le gluten, il y en a même 62%. Voilà, donc ImmuPro, donc un outil de base pour le biohacking qui est important. Donc il y a une réduction de la charge inflammatoire, il y a une réduction du stress oxydatif, il y a une amélioration de la santé mitochondriale, un meilleur sommeil, amélioration de la sérotonine, amélioration des niveaux des neurotransmetteurs, résilience au stress qui s'installe, et une régénération meilleure et plus rapide en cas d'exercice excessif. Oui. Voilà, et là donc on passe à un autre sujet, c'est renforcer les capacités de réparation, parce qu'on a vu donc on a une diminution de cellules souches qui sont en dessous de 70% à l'âge de 60 ans ou même à la moitié de 40 ans. Et donc là, il y a un produit que j'aimerais bien vous présenter, Stemregene, qui est extrêmement intéressant pour la réparation tissulaire. Oui, suivante. Donc, en fait, c'est un mélange exclusif d'extraits de plantes dont le fonctionnement donc, sur les cellules souches a été prouvé. Et il faut savoir que, bien sûr, les cellules souches constituent le système de réparation inné de notre corps. Donc, elles offrent la plus grande promesse de santé et de longévité que nous avons jamais connue. Et donc, avec ce produit Stemregene, on peut avoir jusqu'à 10 millions de cellules souches supplémentaires par jour. Donc, le produit, il est élaboré à partir d'extraits de plantes et de bioactifs exclusifs, dont l'efficacité pour le bon fonctionnement des cellules souches a été prouvée. Donc, tous les ingrédients sont sélectionnés avec soin. Plusieurs d'entre eux proviennent donc de récoltes sauvages dans des régions reconnues comme le plateau tibérien pour le Stemberry, la Madagascar, la Patagonie ou la Chine. Oui. Et donc, voici donc les ingrédients les plus importants donc, de ce produit. Donc, les Stemberry, en fait, ils sont récoltés sur le plateau tibérien et ils sont extraits. C'est un extrait unique donc, de cette baie d'argusier qui est riche en polyphénol et en anthocyanine. Ce qui est important, c'est intéressant, c'est de voir que c'est seulement celui-là. Donc, ils ont aussi testé d'autres baies d'argousier, mais n'avaient pas le même effet que ceux qui poussaient sur le plateau tibétien. Donc, ça a été aussi donc, publié. Donc, oui, la suivante. Puis, c'est ce qu'on appelle la stem aloe. Donc, c'est un extrait d'espèce unique, encore une fois, d'une aloe de Madagascar, aussi donc localement connue pour ses bienfaits. Et là aussi, donc, il y a une publication qui démontre l'efficacité. Oui, suivante. L'autre extrait, c'est... Comment ça s'appelle là? L'afa, oui, l'afa, donc, qui est une algue bleue, bleu-verte, qui pousse naturellement dans
dans le lac de Klamath, donc au sud de l'Oregon. Donc c'est aussi une espèce très spéciale qui soutient donc les fonctions cognitives et immunitaires. Là aussi, il y a des publications qui démontrent son effet sur la mobilisation donc, des cellules souches. Et puis, il y a l'extrait du Fucus vesiculosus, qui est une algue riche en nutriments, traditionnellement appréciée par ses propriétés naturelles. Elle contient des polyphénols et du fucoïdane, la fucoïdane, largement étudié pour les rôles de son bien-être général. Donc là aussi, donc, il y a une étude qui montre son efficacité sur les cellules souches. Et finalement, il y a l'extrait du Panax notiginseng, qui est une autre plante prisée reconnue par ses composés bioactifs uniques. Et donc, celle-ci, donc, aussi, donc, on a des publications qui démontrent son efficacité. Oui. Et bon, puis il y a la bêta-glutane, qui est un polysaccharide naturel reconnu aussi pour sa composition unique. Ce rôle dans le bien-être général et le fonctionnement cellulaire a largement été étudié. Et donc finalement, donc, on a le colostrum, donc, qui lui donc, favorise la migration des cellules souches du sang vers les tissus. Donc on a des libérateurs des cellules souches et aussi donc, des substances qui font que ces cellules souches vont dans le tissu. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas trop de bruit inflammatoire. C'est ça où les deux composants viennent ensemble. Donc, réduire l'impact inflammatoire et laissant donc travailler les cellules souches. Suivante. Et donc, dans cette étude-là, donc, les scientifiques ont montré que le nombre de cellules souches dans la circulation de personnes qui se sont présentées en urgence suite à un AVC, donc, on a séparé les gens dans deux groupes, et les personnes qui se sont rétablies et sont renvoyées à la maison et les personnes qui ont été transférées dans une unité de réadaptation. Donc, les personnes ayant obtenu donc, un mauvais résultat avaient en moyenne 40% moins de cellules souches que le groupe ayant obtenu un bon résultat. Donc là, on voit que c'est important de garder un certain niveau de cellules souches aussi à l'âge avancé. Oui, suivante. Et une autre étude a montré donc l'effet des cellules souches dans comment ça s'appelle congestive heart failure, je trouve pas un nom en français, je suis désolé. Mais en tout cas, donc, on a trouvé que la mobilisation des cellules souches endogènes donc, était associée à des améliorations de 20% de la fraction d'injection ventriculaire gauche, réduction du taux de peptides natriurétiques de 14% et une amélioration de qualité de la vie évaluée donc, par le questionnaire de Seattle-Angina de 23%. Et une augmentation de la masse cardiaque viable. Donc, le stem regene release donc, pourrait être une stratégie non invasive, sûre et efficace pour améliorer les résultats d'une insuffisance cardiaque. Et donc, je pense que les deux vont tout simplement ensemble. Donc, pourquoi? Parce qu'avec ImiPro, on identifie des déclencheurs de l'inflammation chronique, on diminue l'inflammation chronique, on améliore les symptômes, on prépare le terrain pour augmenter l'efficacité de la réparation tissulaire. Et celle-ci, donc, elle est prise en charge par les cellules souches. Donc, le stem regene augmente la libération des cellules souches, elle accélère la réparation tissulaire et ralentit le vieillissement. Donc, je pense que c'est un couple idéal pour optimiser donc, la qualité de vie. Oui, suivant. Et donc, voilà, on vous propose donc sur notre site de combiner entre des tests ImiPro et le stem regene, et ceci donc sur 3 mois, ou bien vous pouvez aussi acheter tout simplement le stem regene directement donc, sur notre site. Et voilà. Moi, je peux vous dire, moi, je l'utilise régulièrement et depuis, je me sens, je ne veux pas dire comme un nouveau-né, mais je récupère beaucoup plus vite.
quand je fais du sport, je n'ai plus de mal après, donc la récupération est beaucoup plus, comment dire, plus efficace. Et donc, voilà, pour finir, vivez une vie sainte, parce que ça marche, c'est correct et c'est individuel. Merci pour votre attention.